Dans le massif des Morts, sur les hauteurs de Colobrières dans le Var, nichée au cœur d'une forêt dense et silencieuse, se dresse la Chartreuse de la Verne, classée monument historique depuis 1921. Érigée sur son éperon rocheux, elle domine la vallée depuis plus de 9 siècles. Fondée au XIIe siècle, plusieurs fois incendiée et relevée pierre à pierre au fil du temps, elle témoigne d'une histoire faite de destruction et de renaissance. Aujourd'hui, une communauté de religieuses y vit encore dans le silence. Je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi ce lieu hors du temps. Venez, suivez mes pas. Mais qu'est-ce qu'une chartreuse exactement? Quelle différence fait-on avec un monastère par exemple? Les monastères incluent bien sûr les chartreuses. Les chartreuses, c'est l'ordre des chartreux avec à sa tête un prieur. Alors que les abbayes ont tout simplement à leur tête un abbé. Et le mot Verne, chartreuse de la Verne, qu'est-ce que ça signifie? Si on remonte à très loin, il y avait autrefois une divinité romaine qui était l'Averna. Cette divinité protégeait les brigands. Très nombreux ici. Ça se discute et pourtant, peut-être on a entendu parler de Morin des Morts. C'est notre héros romanesque inventé par Jean Écart. Robin des Bois. C'est le Robin des Bois avec Gaspard de Besse, notre héros régional. Attendez, rassurez-moi Luc, des brigands il n'y en a plus ici maintenant. Non, mais il y a eu des fugitifs et ils invoquent toujours l'Averne, l'Averna à l'époque, et l'église en question semble avoir été construite sur un temple dédié à cette divinité. Mais l'explication la plus plausible, c'est les aunes qui poussent encore le long du ruisseau l'Averne. Et en tout cas, c'est ce que pensent Frédéric Mistral et les botanistes. Dès l'entrée, on est accueilli par un portail monumental et surtout magnifique. En effet, il est d'époque Renaissance, avec cette pierre serpentine dont on parlera tout à l'heure. Et c'est Notre-Dame de Clémence, la Vierge à l'enfant, qui supervise. Et oui, parce que normalement, cette chartreuse de la Verne, c'est d'abord et avant tout la chartreuse Notre-Dame de Clémence de la Verne, c'est ça? Si on veut, mais il y a un ordre monastique qui est l'ordre de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et de Saint-Bruno. Voilà la dénomination. Mais quand on arrive ici, Luc, on a l'impression d'être plongé dans un autre monde. C'est tellement calme, silencieux. Comment est née cette chartreuse? Précisément, c'est ce que les évêques de Toulon et de Fréjus ont choisi ce lieu, propice à la solitude, à la prière et au travail. En 1170, ils installent ici l'église, ce qui va devenir le couvent des Chartreux, l'église étant consacrée en 1174. Mais que sait-on exactement de cette première église? Eh bien, cette église est orientée vers l'Est. C'est Jérusalem, la Jérusalem céleste, la résurrection du Christ. Et la chartreuse, elle, a connu quand même une histoire très mouvementée. Absolument. Je ne parle pas des incendies au XIIIe, au XIVe siècle qui ravageaient tout, sauf l'église, mais aussi les pillards, les guerres de religion. Et à chaque fois, les Chartreux reprenaient l'ouvrage. Donc elle a été complètement démolie au fil de l'histoire, cette chartreuse, et à chaque fois rebâtie? Oui, mais l'église était là. On va donc avoir ici à la Chartreuse des travaux jusqu'à la Révolution? Et c'est là que tout change. À la Révolution, les moines quittent les lieux, partent en Italie, et l'ensemble de la Chartreuse est vendu en tant que bien national. Celui-ci met fin à 6 siècles de présence continue des Chartreux. Et ensuite, alors, qu'est-ce qui se passe? La Chartreuse devient une ruine, et à tel point qu'en 1921, lorsque le classement monument historique est effectué, c'est, attention, en tant que ruine dans la forêt. Ah, mais ça a dû être un travail colossal de redresser cette chartreuse pierre après pierre, parce que c'est somptueusement restauré là quand on regarde autour de nous. Il y a eu des quantités de bénévoles pour retrouver les pierres, retrouver les volumes, essayer de les récupérer dans toute la région, bien sûr. Et c'est là que sont intervenus ensuite, avec des entreprises, des mécènes et beaucoup de donateurs de tout niveau. Mais comment ont-ils fait pour reconstruire à l'identique cette chartreuse? Il y avait des plans, des dessins? Il a fallu en effet faire un travail d'archives très important sous la direction d'un architecte des monuments historiques qui pendant des décennies vient de changer, mais c'est en permanence suivi de très près par les pouvoirs publics parce que c'est un exercice de reconstitution, de résurrection qui n'était pas évident du tout au départ. Mais est-ce que la reconstruction de cette chartreuse a été faite dans les règles de l'art? Est-ce que les ouvriers qui ont travaillé ont répété les mêmes gestes qu'autrefois? Le mot geste est très approprié, il fallait retrouver cette attitude par rapport aux monuments historiques, sous le contrôle encore une fois d'un architecte des monuments historiques, mais avec des belles traditions qui perdurent encore dans la région en reconstituant ce
ce travail de taille de pierre, de toiture, de l'ensemble, le pavage, ici où nous sommes, qui est très complexe en faisant venir des pierres, des carrières, etc. Mais je crois qu'il y a encore ici une communauté religieuse qui y vit, n'est-ce pas? Oui, depuis 1983, cette communauté de 25 religieuses aujourd'hui redonne au site sa vocation. Et elles appartiennent à quel ordre? Alors, c'est l'ordre, la famille monastique de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et de Saint-Bruno. Oh, c'est long, donc elles sont sous la protection de Saint-Bruno ici. Exactement. D'accord, mais pourquoi avoir choisi un site aussi isolé, au milieu de nulle part, enfin au milieu d'une forêt magnifique en tous les cas? Quel isolement, mais quel silence. On est tous frappés par cette situation tellement particulière au bord de la Côte d'Azur. C'est ce qu'elle recherche exactement. Ah, c'est un ouais. lieu propice à la contemplation, ce sont des sœurs contemplatives, à la prière. Oui, c'est inspirant et c'est le silence en fait en permanence. J'imagine qu'elle traque à longueur de journée en tous les cas pour se recueillir. Avec quelques oiseaux, on vient de les entendre. Mais Luc, comment se compose exactement la Chartreuse? Je vois qu'on a de magnifiques remparts sur ma droite, à perte de vue. Comment ça se compose exactement tout ça? Autour de l'église romane, il y a le grand cloître. Et puis, en effet, ce sont les cellules des moines, plus un certain nombre de bâtiments pour des facilités techniques, mais l'ensemble représente 1,5 hectare de bâtiments. Mais de quelle époque datent exactement tous ces murs, cette vieille bâtisse? Bon, sur plusieurs siècles, 17e, 18e, certes, mais aussi dans les années récentes, les dernières décennies, qui ont vu cette fameuse campagne de restauration ou d'apport de, par exemple, la tribune de l'église, où nous irons tout à l'heure, qui, dans le respect naturellement des règles de l'art. D'accord, donc comme, encore une fois, les gestes d'autrefois qu'on répète. Absolument. Pour garder un esthétisme continu au fil des siècles. Oui, oui. C'est l'évolution conforme à l'authenticité du lieu. Mais à quel style architectural correspond cette Chartreuse exactement? Nous sommes typiquement dans le style roman provençal. C'est-à-dire, quel détail en témoigne? On voit d'abord les voûtes et les arcs en demi-cintre, mais aussi un certain nombre de détails qui ne trompent pas. Exemple, le cloître, lui, a été inachevé et on voit bien que les voûtes en serpentine, qui est une pierre locale, rehaussent de cette belle couleur verte le style néo-provençal. On a aussi le clocher avec des tuiles vernissées couleur or, caractéristique de ce style. Et puis les encadrements de fenêtres également, non? Toujours en serpentine, en effet. Alors, un petit mot sur la serpentine. C'est une pierre apparentée au marbre qui venait d'une carrière proche du monastère. Mais moi, ce qui me surprend quand je regarde cette Chartreuse dans son ensemble, avec ses remparts, on a l'impression non pas d'être face à un édifice religieux, mais une forteresse. Oui, Ariane, on peut le penser aussi. C'est une forteresse, mais qui n'est pas militaire. C'est plus de l'ordre de la spiritualité hors du monde. C'est un royaume, le royaume de Dieu, c'est ça, qui est protégé, qui est fort, qui est puissant. En tout cas, il y a l'idée de cette contemplation du Dieu là-haut. Alors ici, nous sommes dans une cellule, ou plus exactement, la reconstitution d'une cellule. C'est non pas une chambre d'un moine, mais c'est le lieu d'habitation d'un chartreux, c'est bien ça? À quoi ressemblait leur quotidien autrefois? Oui, Ariane, les chartreux vivaient individuellement, en solitude, je dis bien, ici même. Ils dormaient, ils priaient, ils mangeaient exclusivement dans cette cellule, sauf pendant les offices liturgiques, où ils se retrouvent en communauté à l'église. Mais pas plus de 3 fois par jour, donc avec 3 offices. Exactement. Ici, finalement, on est comme dans un cloître, ce petit jardin comme ça, avec cette forme rectangulaire. C'est de la déambulation, hein, en fait. Cette déambulation du chartreux se poursuit ici, dans ce couloir, et pour la méditation, comme le chartreux le fait, dans un cloître. D'accord, donc il déambule tout au long de la journée. Bah oui, il faut bien qu'il fasse quelque chose, parce que enfermé en 4 murs, on finit par devenir fou à la fin. Et détail intéressant, là je vois qu'il y a la roche qui rentre carrément dans cette cellule. C'est la roche d'origine en fait, on a construit sur le piton rocheux. Les cellules des moines, en effet, étaient bâties sur ce promontoire rocheux. Exactement. Mais j'imagine que ça devait être quand même un sacré travail d'édifier un tel monument sur un support rocheux aussi compliqué à travailler. Absolument, il a fallu d'ailleurs pas seulement construire, mais tailler dans le roc. Et oui, bien sûr. Alors là, voilà, on est dans une pièce, je ne comprends pas du tout son utilité. Il y a une cheminée et encore et toujours une Vierge à l'enfant. Cette pièce très particulière est dénommée Ave Maria. Le chartreux, lorsqu'il entre dans cette pièce, il prononce une prière à la Vierge. C'est sa dévotion.
D'accord, mais c'est amusant parce que certains ont comme premier réflexe d'enlever leurs souliers quand ils rentrent chez eux. Les Chartreux, eux, c'est premier geste, la prière. Dieu avant tout. La dévotion. Alors là, nous sommes dans une chambre témoin. C'est là une reconstitution d'une chambre d'un Chartreux au XVIIIe siècle. On a un lit en paillasse et puis différents espaces. Oui, chaque meuble a une signification et une fonction unique. La table pour le repas, la table pour la lecture des textes sacrés et, bien entendu, le prie-Dieu qui est là avec l'icône où s'agenouille le moine. Et aujourd'hui encore, les moniales ont une chambre d'à peu près cette superficie-là et avec, pareil, différents espaces. Le principe est le même, mais les notions de confort ont tout de même évolué. Il n'y a plus de paillasse. D'accord. Mais en revanche, il y a toujours le bureau, la table pour manger dans leur chambre et non pas en communauté, et puis un lieu de prière et d'études. C'est cela. Mais qu'est-ce que c'est que ce drôle de passage secret, Luc, là? Ce n'est pas autre chose qu'un passe-plat construit en chicane. Et aujourd'hui, les sœurs, dans leurs cellules plus modernes, ont le même système. Il s'agit, et c'est important, de préserver le recueillement du moine ou de la moniale. Ça permet au monial à la fois de ne pas être vu et en même temps de garder le silence. Vous pouvez me passer un plat pour me mettre en situation? Donc là, je ne vois personne et je ne parle à personne. Et je referme la porte. Et moi aussi. Nouvelle pièce. Cette fois, il s'agit de l'atelier, toujours au sein de la même habitation, la même cellule. Pourquoi les moniales, je sais, travaillent aujourd'hui, les Chartreux aussi, j'imagine? Il s'agit d'un tour à bois, donc pièce essentielle et bien intégrée avec le reste de la cellule. Aujourd'hui, les sœurs de cette communauté sont plutôt dans la céramique, la calligraphie et la peinture d'icônes. Donc ça veut dire qu'une sœur aura son atelier de céramique, une autre aura son atelier propre aux icônes pour les travailler, etc. etc. Oui, il n'y a plus de tour à bois, en tout cas dans ce monastère. Et nous voici à présent face à Saint Bruno. Saint Bruno, XIe siècle, c'est le fondateur de l'ordre des Chartreux. C'est un ordre contemplatif fondé sur la solitude, la prière et le travail. Et la règle de la communauté des sœurs ici est de s'inspirer de celle de Saint Bruno, qui est celle des Chartreux. Et nous voici à présent dans ce qu'on appelle la porterie. Mais autrefois, c'était la porterie. Aujourd'hui, apparemment, c'est une boutique. Qu'est-ce que c'était avant cette porterie? Du fait qu'elle est très sèche, cela servait à l'entrepôt des provisions des moines pendant des siècles. Aujourd'hui, en effet, elle est devenue une boutique pour l'artisanat monastique. Une partie de ses productions venant des sœurs elles-mêmes. Ah, ce sont les sœurs qui vivent ici, qui travaillent également, et donc qui font, je vois des céramiques, Oui. des icônes également. Des icônes, exactement. Mais les statues, d'où viennent-elles? Elles viennent d'un autre couvent et en effet, elles sont d'un intérêt esthétique extraordinaire. Ces objets rendus permettent d'entretenir le quotidien des religieuses ici? À vrai dire, elles vivent de cela et de l'entrée des visiteurs. Et c'est ce qui les occupe toute la journée aussi, au-delà des prières, de méditation, etc. On a aussi le travail fourni pour faire ces objets. C'est d'abord la prière, en effet, en solitude, mais aussi le travail manuel a toute son importance dans la vie monastique. Et la porterie, que je comprenne bien, qu'est-ce qu'on stockait ici? Tout l'alimentaire? Les victuailles, oui. D'accord. Et ça, c'était à quelle époque? Des siècles. Ah, Pendant toute la présence des moines, oui, absolument. Il faut imaginer qu'il y avait un grenier au-dessus? Alors le grenier, en effet, aujourd'hui, ne sert plus en tant que grenier, mais pour héberger ou des bénévoles ou des retraitants. Parce qu'il y en a. Ah, des gens vivent ici à l'année? Alors ils viennent, les retraitants viennent pour une courte période, retraite de silence, et les bénévoles aussi se relayent pour accueillir les visiteurs de la porterie. Ce ne sont pas les sœurs. Moi, comme n'importe quel spectateur, on peut venir ici se dire j'ai envie de faire une semaine de retraite, on m'accueillera. Absolument, même quelques jours. Et dans le prolongement de la porterie, nous arrivons ici dans l'ancienne grange. Alors, autrefois, c'était un lieu de stockage, comme la porterie. Aujourd'hui, on n'a pas de foin, on n'a pas de victuailles, on n'a rien du tout. Enfin si, on a des très belles choses au contraire. Nous sommes là dans un lieu qui valorise l'art sacré, notamment des statues, mais également de la liturgie. Ce sont des pièces de création originale réalisées par les sœurs. Ces statues ne sont pas en bois, mais elles sont réalisées en résine. Et parmi les chefs-d'œuvre qui sont présentés ici, nous avons ces Vierges à l'enfant magnifiques. Chacune de styles tellement différents. Ouais. Ici, une Vierge normande. Là, une Vierge gothique. Du 15e
du XVe siècle. Et là ? Et puis là, une Vierge catalane dans la grande tradition de la Catalogne. Ce qui est fascinant, c'est la précision du détail. J'imagine que ces sœurs qui ont fait ça ont passé des heures, peut-être des jours, voire des mois à réaliser ces chefs-d'œuvre. Et puis, il y a beaucoup de dorures, beaucoup de couleurs là encore. Oui, les chefs-d'œuvre en question ne viennent pas de ce monastère-ci, mais en effet, c'est de la résine. Et à partir de là, les sœurs des autres communautés font un travail exceptionnel, non pas tellement de dorures, mais pour adoucir, donner ces couleurs très nuancées qu'on voit là, avec un bel éclairage, je pense. Oui, avec même un effet de patinage qui est assez agréable à regarder. Oui. Oh, mais d'ici, on a une vue extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit exactement, Luc ? On voit l'enfilade des cellules des Chartreux qui fait écho aux remparts, à leurs contreforts. Et au-delà, vous avez une vue vers les Alpes de Haute-Provence. Naturellement, au fin fond du massif des Morts. Eh mais Luc, vous m'emmenez où là exactement ? Je vous emmène vers l'huilerie Ariane. Ah d'accord, on va dans les bas-fonds de la Chartreuse, on y va. Et nous voici à présent dans l'huilerie. Alors c'est là qu'on fait de l'huile d'olive ? Nous avons ici un dispositif complet de production de l'huile d'olive pendant des siècles. On commence par la meule, où les mulets tournent et broient les olives elles-mêmes. D'accord. Et après, qu'est-ce qu'on en fait de ces olives broyées ? La pâte elle-même est transportée à côté. La pâte était en effet installée ici dans cette chapelle de presse. On distingue là-haut les dispositifs qui permettent d'écraser la pâte et filtrer dans ces sacs qu'on appelle des scourtins. Et l'huile arrive ici. D'accord. Et là, il faut imaginer qu'il y avait des vis énormes dedans. Et ça a écrasé comme ça très fort pour faire sortir l'huile. Il y a première presse, de meilleure qualité. Ensuite, la deuxième presse, avec un ajout d'eau chaude, était moins intéressante. Mais surtout, la troisième presse, elle servait à l'éclairage des lampes. Ah, d'accord. Bon, aujourd'hui, j'imagine que les religieuses ne pressent plus leur huile d'olive. En tous les cas, pas avec ça. Non. Alors là, c'est le cellier. Et ça m'étonne pas tant que ça, Luc, parce que c'est tellement frais. D'ailleurs, dans la plupart des pièces qu'on traverse dans cette Chartreuse, c'est très frais à l'intérieur. Et j'imagine qu'on devait conserver quelques bonnes bouteilles, non, ici, bien au frais. Toujours est-il que vous avez ici une salle voûtée magnifique qu'on pourrait croire d'époque. Ouais. En réalité, elle a été entièrement reconstruite il y a quelques années seulement par les bénévoles. D'accord. Et c'est pareil pour le pavage aussi. Et le pavage, lui, est assez remarquable, en effet. Ouais. Et alors, je vois qu'il y a des œuvres, notamment ce Christ qui me happe littéralement. Mais Luc, c'est amusant quand même, cette espèce d'ascension qu'on a pour monter jusqu'au Christ. Ça a une valeur symbolique particulière ? Je confirme, c'est le Christ prêtre en croix à roman espagnol. Une très très belle sculpture en bois. Mais je dois vous dire, je reste sans voix. C'est comme si on atteignait quelque chose d'absolument divin qui est mis comme ça en hauteur, quelque chose de presque inatteignable, et pourtant on reste à ses pieds un peu ébahi. Ah, et puis Luc, là je vois que nous avons une autre statue. C'est Notre-Dame de l'Aude, du XIIe siècle. Mais tout est vraiment propice ici à la contemplation. Et même à la méditation. Il y a des bancs ici. Ah, c'est donc fait pour ça. Là, nous avons une vue plongeante sur le grand cloître. Alors malheureusement, on ne peut pas y avoir accès pour le respect de la vie démoniale. D'ailleurs, on ne peut pas les interviewer non plus. Pareil, c'est toujours cette histoire de silence et dans le respect de cette intimité et de ce vœu qu'elles ont fait. Pour autant, là, on a une vue splendide sur ce cloître. Comment est-il composé ? Alors ce cloître, d'abord, c'est le cœur de la construction. Et il a en effet le grand intérêt de distribuer chacune des cellules des moines qui accèdent directement dans ce cloître qui mesure 70 mètres sur 25. Et il y a une grande galerie de 90 mètres qui aussi permet d'accéder à l'église. Et aux différentes pièces, j'imagine que ça doit distribuer en fait tous les différents accès possibles et imaginables de la Chartreuse, non ? Uniquement les accès des cellules des moines et de la chapelle. Mais là, pourquoi il y a toutes ces croix, une dizaine de croix réparties dans le cœur du cloître ? C'est important de noter que les moines, pendant des siècles, ont été enterrés là, à tel point qu'on en dénombre probablement plus de 600.
Ce qui fait que les croix en question n'ont aucune inscription, mais la valeur symbolique est très forte. D'accord, symbolique d'ailleurs, il n'y a pas 600 croix, il n'y en a qu'une dizaine, il faut encore de manière symbolique. C'est cela. Alors là, nous avons eu la chance exceptionnelle de pouvoir assister à un office. Évidemment, c'est fermé au grand public habituellement. On est vraiment dans l'intimité démoniale qui nous ont autorisé à faire quelques images. Quelle était cette célébration exactement? Aujourd'hui, c'est une fête, la fête Dieu, et tous les jours, les vêpres se tiennent à 18h, mais il y a cette solennité particulière de ce jour. Alors il va falloir m'expliquer. J'ai vu ces religieuses, chacune encastrée, on dirait, dans un décor de bois. Qu'est-ce que c'est exactement? Et c'est très important de noter, et c'est caractéristique de cet ordre, parmi d'autres ordres monastiques, où l'isolement dont on a parlé dans différents endroits du monastère se vérifie également ici. Chaque religieuse est dans une stalle. D'accord. Elle ne se communique pas, elle ne se regarde pas, et elles écoutent le prêche, elles chantent selon peut-être vous avez entendu, une très belle liturgie d'inspiration aussi orientale, et on arrive à une acoustique qui n'est pas celle du Toronnet, mais qui la vaut bien peut-être. Autre caractéristique intéressante, vous avez observé les couleurs différentes des habits des religieuses. Noir et blanc. Voilà. Les blanches sont les religieuses qui ont prononcé des vœux définitifs après 10 ans, pas moins de 10 ans, de engagement monastique. Les autres sont, à des degrés divers, des novices ou des postulantes. D'accord. Et j'ai vu qu'elle se signait à un moment d'une manière tout à fait particulière, non pas un simple signe de croix, mais elle signait le front, les pieds. Qu'est-ce que ça signifie? C'est en effet une des influences du rite oriental, puisque, on le sait, cet ordre est très influencé par les rites de cette région, la Jérusalem céleste, et non seulement dans les gestes, mais aussi dans la liturgie, on observe beaucoup d'influences de rites orientaux. Et pourquoi se met-elle au sol totalement à un moment? C'est la soumission la plus totale dans l'humilité. C'est un peu comme au moment de l'ordination des prêtres, où de la même manière ils se tendent sur le sol. Exactement. Ouais. D'accord. Après, j'ai vu que chacune a sa tâche. Quand toutes les moniales sont parties, l'une a sorti son balai pour nettoyer la salle. Il y a quand même une vie du quotidien qui est respectée, toujours dans le silence, mais chacun a sa tâche bien... Oui, c'est très organisé, on ne s'en aperçoit pas. Mais tout est... derrière le rituel, il y a quand même une organisation complexe, ce qui est bien normal. Et nous avons un homme au milieu de toutes ces religieuses, qui est donc l'aumônier, c'est ça? L'aumônier, c'est un bénédictin qui, en effet, est arrivé récemment. Pendant quelques mois, il n'y avait personne. C'était un gros problème. Et les curés de toutes les paroisses environnantes devaient venir célébrer le culte ici même. Et on a la chance d'avoir, en effet, un aumônier à temps plein qui vit en isolement au sein de la Chartreuse. Et là, précisément, les sœurs, qu'est-ce qu'elles vont faire tout de suite maintenant, après l'office? Eh bien là, elles vont se retirer pour prier. Ensuite, c'est le dîner. Se couchent assez tôt parce qu'elles doivent, au milieu de la nuit, se lever pour à nouveau accomplir des rites. Alors nous sommes dans une église notoirement romane, au vu des arrondis de ce plafond. On est quoi, au XVIIe siècle? On est effectivement au XVIIe siècle, sauf que pendant toutes ces destructions, il n'y avait presque plus rien. Les murs, les voûtes, la nef ont été reconstruites entièrement il y a maintenant 10-20 ans. Si vous souhaitez comme moi visiter la Chartreuse de la Verne, sachez qu'elle est ouverte tous les jours de septembre à mai de 11h à 17h et jusqu'à 18h l'été. Attention toutefois, elle reste fermée au mois de janvier, tous les lundis et les jours de fêtes religieuses. Prix de l'entrée 7 €, la visite est libre et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site bethlehem.org, rubrique Chartreuse de la Verne.